Smart Impact vous est présenté par Jacques World, le rendez-vous mondial dédié aux composites. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce Smart Impact qui vous plonge au cœur des composites puisque nous sommes ici au GEC World, le salon mondial consacré à ces matériaux innovants. Alors dans cette émission, pendant 30 minutes, on va poser les enjeux de ce salon, découvrir la stratégie européenne pour le secteur, mais aussi beaucoup d'innovations, les innovations en matière de préformage, par exemple de Pinette PEI, ou encore ces ailes rigides créées par Airo qui contribuent à la décarbonation du transport maritime. C'est parti pour ce Smart Impact spécial GEC World. Bonjour Michel Cogniet, heureux de vous accueillir, enfin bienvenue chez vous en quelque sorte, puisque vous êtes le président du conseil d'administration de GEC Group qui organise ce salon mondial des matériaux composites. On était déjà venu ici l'an dernier, c'est un salon qui mérite son nom. C'est vraiment, ça parle toutes les langues, on est impressionné de l'amplitude de ce salon et de ce marché. Il faut peut-être en dire un mot. J'avais commencé par ça l'an dernier déjà, mais ça pèse quoi? Ça pèse combien de milliards d'euros ou de dollars? Alors le marché, on prend à deux niveaux différents. Si on prend le marché des matériaux composites, donc un matériau composite, vous avez à la fois un renfort, une fibre, carbone, verre, et ce qu'on appelle une matrice, qui est une résine, souvent, qui peut avoir différentes origines. Si on prend ces matériaux et les combinaisons qu'on fait ensemble, le marché au niveau mondial pèse plus de 40 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'est une industrie forte. Si on prend le niveau des pièces, c'est-à-dire que ces matériaux, on les transforme pour faire des pièces qui sont utilisées dans pas mal d'industries, et le marché dépasse les 100 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc sur le salon, vous avez à la fois des fabricants de matières et des fabricants de pièces. Et alors ce qui est bluffant, c'est quand on se balade dans les allées, c'est à quel point finalement ces matériaux, ils sont partout dans nos vies. Alors, on les retrouve dans beaucoup d'applications différentes. La population en général, leur première confrontation au composite va être dans les activités sportives. Il y a énormément d'équipements sportifs qui utilisent des matériaux composites, mais vous les avez dans vos voitures, vous ne les voyez pas. Dans le transport, les trains, les avions, à plus de 50% des masses. Les éoliennes que vous voyez dans le paysage, les pales sont 100% composites. Donc il y a beaucoup de marchés qui utilisent des matériaux composites d'application. Ça fait plusieurs décennies que vous travaillez dans cet univers. Est-ce que l'innovation, c'est le mot le plus important? Ah oui, et d'ailleurs, j'ai 40 ans d'historique dans le composite, alors que je n'ai que 25 ans. Donc, si vous voulez, l'innovation est au cœur, pour arriver à une performance pareille, au cœur de la performance. Voilà. Donc, dans les composites, où ils sont développés autour après la Deuxième Guerre mondiale. C'était l'arrivée du verre en Europe par Saint-Gobain, une société française, qui a développé une fibre de verre. Et c'était le départ vraiment des composites. Alors après, si on va aller plus loin, il y a beaucoup des constructions. Vous prenez de la paille et de la boue, vous construisez un mur, c'est un matériau composite. Oui. Mais si on parle d'un matériau de performance, ça démarre avec la fibre de verre. Il y a 60 ans. Et les évolutions sont constantes. L'innovation est vraiment, comme vous l'avez dit, le driver du développement de cette industrie. Et si on fait un peu d'histoire, on peut remonter aussi, parce qu'on parle de fibres, donc on parle de tissage, on peut remonter à l'histoire des soyeux, des soirées lyonnaises. Il y a un lien aussi à faire. Le premier développement du verre s'est fait dans les années 1830. En Italie, en France, en Angleterre, pour l'habillement, c'était très manuel, c'était pas du tout des procédés industriels. Il y a eu des robes, ça grattait, des rideaux, enfin bref, il y a eu beaucoup de choses. Donc c'est tombé en désuétude de la deuxième partie du 19e siècle. Et c'est donc au milieu du 20e, comme j'ai dit tout à l'heure, Saint-Gobain a démarré la fibre de verre et il a cherché à développer en France, comme Saint-Gobain est une belle société française. Et les seuls tisseurs qui à l'époque étaient capables de transformer cette fibre de verre, qui est fragile, ont été les soyeux lyonnais. Donc vous aviez dans le nord de la France, par exemple, des lainiers ou dans l'est des cotonniers qui n'avaient pas la capacité, soit par le savoir-faire et surtout par les équipements,
d'utiliser cette fibre de verre. Et en France et en Europe, le développement des matériaux composites est vraiment partie de la région lyonnaise. Et vous avez beaucoup d'acteurs, de sociétés sur le salon qui sont le résultat de cette évolution. Les composites, pardon, c'est une vraie question de Béotien, mais ce sont forcément des fibres qu'il faut tisser ou alors il y a différentes façons de le faire? Au début, si vous voulez, ça démarrait avec des formes tissées. Parce qu'une fibre, vous avez un fil sur une bobine, le mettre en œuvre, c'est compliqué. Donc si vous en faites un tissu, vous vous retrouvez avec un produit que vous pouvez manipuler, mettre dans un moule. L'automatisation, ces dernières décennies, a permis d'utiliser d'autres formes de produits, c'est-à-dire de déposer ce qu'on appelle des unidirectionnels, tous les fils dans la même direction, mais ça, vous ne pouvez pas le faire à la main. Vous ne pouvez pas tenir 200 fils côte à côte à la main parallèle. Effectivement. Matériaux d'avenir, reconnus comme tels par l'Union européenne. Il y a quelques jours, la Commission européenne proposait une nouvelle stratégie. Quelle ambition, comment on peut décrire cette stratégie? Alors, la stratégie de l'Europe, c'est vraiment la décarbonation de notre industrie et atteindre en 2050 un zéro émission. Dans ce plan pour atteindre zéro émission, il y a vraiment beaucoup de catégories d'actions. Il n'y a aucune action qui, à elle seule, va permettre d'atteindre cet objectif. Mais les composites ont vraiment un rôle primordial à jouer parce que les composites offrent énormément d'avantages. Alors, on peut construire léger. Vous voyez dans le salon, quand vous êtes promené, beaucoup d'applications. Dès que ça bouge, ça vole et autres, plus léger, moins de matière utilisée. Ce sont des points importants. Il y a beaucoup d'autres propriétés des composites. Le composite, par exemple, ne corrode pas. Donc, vous prenez un pont fait en béton renforcé avec de l'acier, la corrosion, vous allez avoir une durée de vie qui est assez limitée, peut-être de 60-80 ans, puis au bout de 10 ans, il faut faire une grosse maintenance. Vous faites un pont en matériaux composites, la première maintenance est à 100 ans. Et le pont a une durée de vie qui n'est pas connue, mais qui est énorme. Et un avion en composite, vous n'avez pas de maintenance. Donc la durabilité du matériau composite est exceptionnelle. Donc ça veut dire que l'Union européenne, la Commission européenne, fait quoi? Incite l'industrie à se tourner vers le composite? Alors elle incite et elle fait plus. À la fois, elle offre des possibilités de financement aux industries pour se transformer. Ça fait partie des annonces qui ont été faites l'année dernière en ce qui concerne les matériaux nouveaux. Il y avait déjà eu par le passé un programme qui s'appelait Horizon 2020 qui avait été développé par la Commission, et aujourd'hui il y a un programme qui s'appelle Horizon Europe qui vise zéro émission en 2050, 90% de savings d'émissions en 2040, donc avec des milestones. Donc il y a à la fois des financements et à la fois des normes, des régulations. Qu'est-ce que ça représente? Quel rôle un salon comme le GEC World peut jouer dans ce cadre-là? Alors si vous visitiez ce salon il y a 10 ans, ce qu'on appelle sustainability en anglais, donc qu'on peut essayer de traduire par ça fait partie la durabilité. Oui, la durabilité, voilà. Je pense que c'est le meilleur vocabulaire, certainement. Donc la durabilité est devenue le moteur de l'innovation dans cette industrie. Et donc, il y a une responsabilité extrêmement forte de l'industrie des composites de permettre aux autres industries d'être beaucoup plus efficaces dans leur procédés, leur fabrication de pièces. Alors, je parlais un petit peu de construction tout à l'heure. Aujourd'hui, si vous faites une structure en béton renforcée en acier, vous mettez une épaisseur de béton très importante, pas forcément pour la performance structurelle, mais pour protéger l'acier qui est à l'intérieur de la corrosion. Si vous gardez une structure béton et vous le renforcez avec du composite, la performance du composite est beaucoup plus importante que l'acier. Donc vous pouvez mettre moins de béton en complément, mais en plus vous n'avez pas protégé le composite parce que lui-même s'autoprotège totalement et n'a pas besoin de protection extérieure. Cet enjeu de durabilité, il pose aussi la question de la recyclabilité du composite. Et voilà, on a reçu ici des entreprises qui travaillent vraiment là-dessus. C'est vraiment un axe essentiel. Vous avez reçu des entreprises qui ont été soit finalistes, qui ont été finalistes des awards. Vous remontiez il y a 10 ans, l'aspect recyclabilité ou l'aspect durabilité, sous le sens sustainability en anglais, il y avait très peu de dossiers. Aujourd'hui, plus de la moitié des dossiers d'innovation dans le composite touchent cet aspect. Parce que oui, on participe énormément à améliorer les autres industries, mais on a aussi effectivement un travail à faire sur nos procédés, sur nos matériaux et sur notre industrie. Et
extrêmement étonnant de voir la capacité de réaction de cette industrie des composites à se transformer pour vraiment développer des matériaux recyclables, réutilisables et ainsi de suite. Merci beaucoup Michel Cognier. Bon salon, bon Écoutez, bon Jack World. Bon Jack World à vous aussi. Merci, hein, merci encore de nous avoir accueillis ici. Notre émission continue consacrée justement à ces innovations. On va en découvrir certaines. Bonjour Eric Rousseau, bienvenue. Bonjour Thomas. Vous êtes le directeur général adjoint de Pinette PUI, PME française et européenne qui allie histoire et innovation. Écoutez bien, l'histoire commence en 1863, c'est ça? Oui, tout à fait. 1863, on a fêté l'année dernière nos 160 ans. Ouais. Et donc, c'est quoi l'activité de Pinette PUI? Alors, Pinette PUI, on est fabricant ingénierie industrielle, fabrication d'équipements pour la transformation des matériaux composites. On est également intégrateur d'automatisation, de robotisation. On est une société all-in-one, comme on les appelle aujourd'hui. Ouais. Mais alors comment on passe de... C'était quoi en 1863 l'activité de Pinette PUI? C'est une très bonne question. En 1863, ça a commencé pour une petite entreprise de mécanique générale au centre-ville de Chalon-sur-Saône, sur la Bourgogne du Sud, en Saône-et-Loire. Et c'est devenu petit à petit une entreprise pour fabriquer des presses à eau, ensuite des presses pour fabriquer des briques, parce qu'il y avait beaucoup de briqueterie dans la région. Et ensuite, avec le développement du Creusot, qui est juste à côté de chez nous, ça s'est développé sur des presses hydrauliques. Le rachat d'une société en 1950 qui s'appelait Emideco, c'est devenu Pinette, Emideco, spécialiste des presses à travers le monde. Et aujourd'hui, on est leader mondial sur la fabrication des équipements pour la transformation des matériaux thermoplastiques. Est-ce qu'on peut dire que les matériaux composites, c'est un peu votre matière première? Est-ce que vous diriez ça? Alors, je vais peut-être un peu formuler différemment. En fait, on a deux grosses briques. On a bien sûr les matériaux composites, thermodurs, thermoplastiques, et on a une autre brique additionnelle qui est le travail du métal. Métal en feuille ou métal de forte épaisseur. Et alors, sur les matériaux composites, ça veut dire que vous travaillez pour quel secteur d'activité? Parce que je le dis souvent quand je suis ici au Jack World, c'est ce qui est vraiment bluffant quand on se balade dans les allées du salon. En fait, on est dans toutes les étapes de nos vies, quoi, en quelque sorte. Oui, tout à fait. C'est ce qui fait notre force, en fait, c'est la diversification. Si aujourd'hui vous n'êtes pas diversifié, l'entreprise, elle ne peut pas durer 160 ans, et j'espère qu'elle durera encore 160 ans. Donc on va travailler bien sûr avec des domaines historiques comme l'aéronautique, comme le spatial, mais demain ça va être l'automobile électrique. Quand on parle de composite, on parle d'allègement, on parle de transition écologique, on parle de réduction de consommation pour alléger l'empreinte carbone et éventuellement augmenter en fait les distances parcourues par des aéronefs ou par les véhicules électriques. Mais on va travailler également sur tout ce qui est loisirs, tout ce qui est défense. On va travailler également sur d'autres secteurs d'activité comme le médical. Mais je pourrais en citer plusieurs. Allez-y, continuez, s'il y en a d'autres. Vous avez qu'à traverser les allées du GEC et vous verrez, on peut trouver de très très belles choses qui font partie de notre quotidien. Oui, c'est ça. On est dans la vie quotidienne des Français, des Européens. J'ajouterais juste un point. On parle de composite, mais aujourd'hui on va parler de composite recyclé. Parce que c'est un des avantages en fait du composite et notamment le thermoplastique. On va pouvoir recycler ce matériau et on va pouvoir le réutiliser sur d'autres applications. On va parler de la construction demain, on va pouvoir travailler sur la construction, on va pouvoir travailler sur l'ameublement, sur des pièces qui n'auront pas forcément les mêmes besoins en termes de mécanique, de résistance mécanique. Quand on parle de recyclabilité, à quel point on peut recycler ces matériaux? Alors quand on parle de thermoplastique, parce qu'en fait il faut bien faire la différence entre le thermodur et le thermoplastique. Le thermoplastique, je pense qu'il est recyclable à vie, mais avec des pièces de différentes, on va dire, demandes en termes de résistance mécanique. Elles ne vont pas forcément avoir exactement le même usage en fonction du cycle de vie. Pinette PUI qui s'engage sur l'objectif de développement durable, j'ai vu ça en préparant l'émission, l'un des ODD de l'ONU, en matière d'efficacité énergétique. Alors expliquez-nous, donnez-nous un peu de détails là-dessus. En quoi consiste cet engagement ? En fait, cet engagement est très important à la fois pour le management de l'entreprise, mais l'ensemble de ses équipes. Ça fait partie de nos 4 piliers de développement. On a parlé de l'innovation, on va parler du partenariat, on va parler de l'international et de la transition écologique ou du développement durable. Alors c'est sous deux formes. La première, ça va être en interne par rapport à des actions. Donc on s'est engagé via l'ONU. Il faut savoir aussi qu'on est maintenant EcoVadis au niveau Gold, ce qui fait que Pinette fait partie des 5% des entreprises au monde
avec avoir atteint ce niveau de certification. Et d'une autre part, au niveau de nos actions au quotidien, ça va être bien sûr sur la réduction de notre propre consommation, mais ça va être sur l'éco-conception. L'éco-conception pour que nos utilisateurs, nos clients, les utilisateurs de nos machines, puissent baisser leurs économies, baisser leur consommation d'énergie, pardon. Donc c'est vraiment un point important, ça fait partie maintenant du mindset de l'ensemble de nos équipes de design, de recherche et développement, arriver à baisser cette consommation. Alors justement, c'était la question que j'allais vous poser, puisqu'il y a, je crois, 10% du chiffre d'affaires qui est consacré à la recherche et développement. Exactement. Avec cette orientation aujourd'hui, de plus en plus, c'est-à-dire en intégrant les enjeux de durabilité, de recyclabilité, d'éco-conception à cette recherche? Tout à fait, ça fait partie des 3 grands axes en fait, de la recherche et développement. La première, on est leader mondial en fait, de la transformation des matériaux composites thermoplastiques. Pour le rester, il faut innover. Aujourd'hui, nos entreprises, si on n'innove pas, si on n'a pas ce facteur différenciant, on ne tiendra pas 160 ans de plus. Donc il faut absolument qu'on innove. C'est un facteur différenciant. C'est quelque chose qui nous permet de nous diversifier et d'aller en fait chercher des secteurs nouveaux. Après, derrière, vous parliez de la partie recyclable. Je vais pencher plutôt sur la partie chauffe, refroidissement en fait de nos machines. Pour pouvoir transformer les matériaux composites, vous êtes obligé de les chauffer, de les refroidir. Donc vous consommez de l'énergie. Donc là, il faut qu'on arrive à optimiser cette consommation, à la fois pour la qualité des matériaux obtenus et pour la réduction de la consommation. Donc ça, c'est l'étape suivante, ça? Vous avez déjà déjà progressé? Oui, tout à fait, c'est les étapes en cours. C'est les étapes en cours. Et puis je terminerai aussi par l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, il faut qu'on prenne ça à bras-le-corps. Il ne faut pas qu'on le subisse, il faut qu'on puisse être leader dans cette partie-là. Et grâce à un démonstrateur qu'on a mis en place en interne, une machine à l'échelle 1, 1300 tonnes de pression capable de traiter l'ensemble des procédés et des process de traitement des matériaux composites, qu'on a appelé Tiffany, on va être capable de mettre en place en interne l'ensemble de ces innovations, de les tester avant de les mettre à disposition de nos clients. Et quand je parle d'intelligence artificielle, je parlais de maintenance prédictive, je vais parler de simulateurs avec notre partenaire Composite Expert qui vont permettre aux utilisateurs de voir si les paramètres de la recette sont bons, sont cohérents par rapport à ce qu'ils vont vouloir faire sur tel ou tel procédé ou sur tel ou tel matériau. Il y a un autre partenariat dont je voudrais parler pour terminer quand même, puisque ça vous a permis d'être finaliste des GEC Composite Awards. Exemple d'innovation, partenariat avec Porsche et les néerlandais d'Airborne, je crois, pour faire quoi? Et Tejin, j'ajouterais Tejin également. Alors déjà, c'était une fierté de travailler avec ces 3 grands noms, Tejin, Airborne et Porsche. Qui ne rêve pas un jour de travailler pour Porsche? Et là, on parle de la Porsche GT3 RS et d'une pièce de structure. Donc c'est une grande première. C'était la réalisation d'une ligne de production série pour l'automobile, pour des matériaux composites. Et en l'occurrence, c'était une porte latérale, donc une pièce de structure qui sécurise en fait le pilote en cas de choc. Et là, l'idée, c'était de pouvoir fabriquer en série à la fois la préforme plus ensuite la pièce en 3D, mais avec une très très grande répétabilité. Parce que comme on est sur une pièce de sécurité, elle est soumise au crash test. Et si vous ne faites pas de la répétabilité sur le positionnement des fibres, que ce soit dans le stacking, que ce soit dans la consolidation ou dans le formage, vous ne pouvez pas répondre aux données en fait, techniques qui sont issues du crash test et vous ne pouvez pas sécuriser la traçabilité de votre production. Donc c'est tout ça qu'on a réussi à faire avec de la robotique, avec de la vision, avec des presses Pinette PEI et on en est très 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 fiers. Merci beaucoup Éric Rousseau d'être venu dans ce spécial GEC World. Bon salon, l'innovation au cœur du GEC World. On va découvrir maintenant les ailes rigides d'Airo, la décarbonation du transport maritime au programme. J'accueille Baptiste Rossi, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le vice-président ingénierie chez Airo, start-up française qui produit, qui commercialise les Ocean Wings. De quoi on parle? Décrivez-nous ces... Je crois des ailes rigides, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc, c'est des ailes que l'on met verticalement sur des bateaux pour en assister la propulsion et donc diminuer les émissions de carbone des moteurs traditionnels en utilisant le vent pour s'associer à ce moteur et garder des vitesses cibles qui sont les mêmes que sur un bateau traditionnel. Alors, ces ailes rigides, on va commencer à les décrire en détail et à rentrer dans le vif du sujet puisqu'on est au salon des matériaux composites. De quoi sont-elles faites? Elles sont faites de beaucoup de composites. Elles sont constituées de 2 mâts sur lesquels on fait coulisser des nervures, sur lesquels
entre lesquels on tend une toile qui permet de créer ce profil aérodynamique. Et donc les mâts, les nervures, mais aussi les pièces de structure qui relient ces mâts sont toutes faites en composite. Avec quels avantages? Eh bien, l'avantage qu'on a des matériaux qui sont robustes, qui sont légers, qui résistent bien à la fatigue. Et on sait qu'en mer, on rencontre des conditions qui sont particulièrement rudes. On a des ailes qui peuvent soutenir 100 nœuds de vent avec des mers très formées. Et grâce au composite, on peut faire ça avec un produit qui, à la fin, est relativement léger. Alors, donc ça, c'était, on imagine l'idée de départ. On va créer des ailes rigides. Déjà, il faut être audacieux. Entre cette idée de départ et la réalisation, quels étaient les défis les plus compliqués à relever en termes techniques notamment? L'idée de départ, elle vient de la course au large de la voile de compétition. En 2010, il y a un voilier qui s'appelait Oracle Racing qui a gagné la Coupe de l'Amérique avec une voile rigide. Et en fait, notre fondateur, Mark Van Petegem, a eu l'idée à partir de ce bateau-là qu'une voile rigide, ça pouvait amener de la performance, mais aussi le fait qu'elle soit rigide la rendait plus facilement automatisable. Et donc, on pouvait la mettre sur des bateaux de marine marchande et sans avoir un équipage qui était dédié au fonctionnement de ces ailes. Donc c'est de là que ça vient en 2010. Et puis après, on a fait quelques prototypes, dont un qui a été mis sur Energy Observer, qui est un démonstrateur de tout ce qui peut se faire en matière d'énergie propre pour propulser un navire. Et puis on a équipé un bateau qui s'appelle Canopée, l'année dernière, en août 2023, un bateau qui transporte des pièces de la fusée Ariane entre l'Europe, où les pièces sont produites, et puis Kourou en Guyane. Et donc ce bateau est équipé de 4 de nos ailes qui font 37 mètres de haut. Et donc on a mis au moins 3-4 ans à développer ces ailes, dans une industrie qui est totalement nouvelle, avec des réglementations qui sont nouvelles aussi. Et donc on a dû développer les ailes, mais aussi les réglementations qui vont avec les sociétés de classe. Et puis, dans notre cas aussi, une entreprise avec des personnes qui aient les capacités de faire dans les différents métiers dont on a besoin pour fabriquer ces ailes. Alors, vous nous l'avez dit, ça tient jusqu'à 100 nœuds, mais on fait quoi quand on passe les 100, quand on est à 100 nœuds, 120 nœuds? Ça peut arriver en mer. C'est rare en mer. Voilà. Mais notre aile a l'avantage d'être affalable. Donc, on a les mâts en composite restent en l'air. Mais par contre, le fait qu'on a ces ribes dont je parlais tout à l'heure fait qu'on peut affaler la partie qui génère des efforts. Donc lorsque les conditions sont mauvaises ou lorsque l'on rentre au port, on peut affaler. Elle se replie en quelque sorte? Oui, tout à fait, en accordéon, quoi. On abaisse les ribes et la toile qui est tendue entre ces ribes va s'abaisser et se replier en pied. Alors quels avantages, on les imagine bien, mais il faut les détailler, ça peut représenter pour le secteur du transport maritime? Si on prend l'exemple de ce bateau Canopée, quel gain en termes de consommation, par exemple? Canopée, c'est un bateau qui fait des transatlantiques. Ouais. Et les premiers résultats qu'on a, puisque là, Canopée navigue depuis septembre 2023, on estime qu'on arrive à faire des gains en fuel de l'ordre de 35% sur une transatlantique. Donc sont vraiment des gains importants. Et si on compare, parce que alors, quand on parle de décarbonation du transport maritime, il y a d'autres solutions. Il y a notamment, on les a tous vus, ces ailes qui sont déployées un peu comme une grande aile de parapente à l'avant d'un cargo. Est-ce qu'on est sur les mêmes types de gains? Est-ce que c'est comparable? Nous, normalement, on a un système qui permet d'évoluer dans un range de vent qui est plus grand. On arrive à produire de la puissance à partir d'un vent de 5 degrés de face, c'est 5 degrés, et puis après jusqu'à un vent arrière, chose que va pas pouvoir faire une aile de kite.
Donc, on il y a a plus de cas de figure dans lequel votre technologie Ouais, est utilisable. oui, tout Donc, à fait. évidemment, en termes de rentabilité, c'est beaucoup plus important. Oui, tout à fait. Et puis on a un système aussi qui est plus léger que la concurrence, ce qui fait qu'on a moins d'impact sur la stabilité du bateau et Ouais. puis sur la prise de volume sur des bateaux qui restent des bateaux de marine marchande. Évidemment. Est-ce que c'est compatible sur tout type de cargo ou de porte-conteneurs en fait? On étudie ces solutions-là. Il y a des petites adaptations à faire, mais relativement, oui, c'est des petites adaptations. On peut adapter à beaucoup de types de bateaux. Oui. Ça veut dire que, pour bien comprendre, c'est pas seulement sur des bateaux neufs que vous êtes amené à déployer ces ailes rigides. Non, non, non. On peut aussi bien les monter sur des bateaux neufs dédiés que faire du rétrofit sur des bateaux existants, moyennant un renfort de la structure. Mais c'est tout à fait faisable. Ouais. Ça suppose des travaux importants? Ça suppose rétrofit, des travaux de structure, mais qui, dans l'industrie de la marine, sont largement faisables. Quelles sont les perspectives là? Donc, vous avez parlé de canopée. Il y a d'autres bateaux qui sont équipés, qui vont bientôt être équipés des Ocean Wings? Alors, on espère. On n'a encore rien de signé, mais on a plusieurs pistes en cours. Et oui, l'industrie maritime il y a des taxes qui se mettent en place pour essayer justement de diminuer les consommations en fuel et les émissions de CO2. Et dans le cadre de ces taxes, nos systèmes deviennent de plus en plus intéressants pour les armateurs. Donc il y a beaucoup d'armateurs qui sont intéressés par ces produits-là. Vous avez remporté le prix Jake World en catégorie transport maritime et construction navale. Évidemment, c'est une belle reconnaissance. Félicitations. Je crois qu'ils sont remis au mois de février, donc ça fait quelques jours Tout à fait. que vous l'avez. C'est quoi? Ça peut ouvrir des portes, un prix comme celui-là, parce que le Jake World, il faut bien prendre conscience que c'est un salon mondial. Il y a vraiment, quand on se balade dans les allées, ça parle toutes les langues ici. Oui, déjà c'est une bonne reconnaissance pour les équipes en interne, mais aussi pour tout l'écosystème avec qui on a travaillé sur ce produit. C'est toujours agréable d'avoir cette reconnaissance-là, particulièrement parce que on estime être une entreprise innovante et avoir ces awards d'innovation, c'est toujours c'est bien et ça permet de prendre un petit peu de recul. Et puis ça permet aussi de faire passer le message qu'on est là, on cherche toujours à évoluer et à trouver des systèmes qui sont plus robustes, moins coûteux. Et donc on est là et n'hésitez pas à venir nous voir. On est preneur de toute bonne idée pour faire avancer les choses dans le bon sens. Merci beaucoup Baptiste Rossi. Bon vent, c'est le cas de le dire. À Aéro, à bientôt sur Bismart. Merci à vous. Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact spécial Jake World au Salon mondial des matériaux composites. Je vous dis à très bientôt sur Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Smart Impact vous a été présenté par Jake World, le rendez-vous mondial dédié aux composites.